Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Bon, alors, commençons notre joli programme. Je voudrais donner la parole à mes frères du Bénin. J'ai été alerté, le peuple béninois a crié. Le peuple béninois a crié. Les cris du peuple béninois me sont parvenus. J'ai entendu les pleurs, les cris, les gémissements de mon peuple. Mes chers amis, rendons-nous auprès du grand peuple de l'ancien Dahomey. Rendons-nous auprès d'un des peuples qui a le mieux conservé la tradition, le peuple du Vaudou. Le peuple, l'un des peuples dont l'influence est encore vivante aux Amériques, comme dans son propre sol, l'un des peuples les plus enracinés d'Afrique, le peuple béninois. Et voici le cri qui m'est parvenu de ce peuple. Je vais donner la parole au peuple. L'État a décrété une zone d'utilité publique de, je crois, 10 000 hectares. Je reprends, pour que vous compreniez. Et puis avec le temps, on a désigné des gens qui nous... Il faut que vous écoutiez ce peuple. L'État a décrété une zone d'utilité publique de, je crois, 10 000 hectares. Et on est là, et puis avec le temps, on a désigné des gens qui nous représentaient dans une commission interministérielle. Mais au fil des temps, on nous dit que oui, on va nous dédommager. Dédommager à quel coût? D'abord, on a fait des investissements. Les gens sont là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ils sont là. Donc on a fait des investissements sur les domaines. Mais aujourd'hui, on ne veut même pas prendre en compte nos investissements. Même le coût du foncier, même si on vous dit vous allez avoir pitié des Béninois, on ne dirait pas que c'est au Bénin que nous sommes. 110 francs le mètre carré. 110 francs, je dis bien 110 francs le mètre carré. C'est pitoyable. Et puis, je vais ajouter quelque chose. Le domaine dont on parle aujourd'hui, j'ai acheté un terrain, un carré, à une personne dans la zone. C'est l'ANDF qui a validé le montant de la vente. Parce que c'est l'ANDF qui autorise d'abord la cession. Mais l'ANDF a accepté une vente à 500 000 francs. Nous étions en 2019. Mais aujourd'hui, l'État béninois, avec les autorités qu'on met à la tête de toutes ces structures-là, y compris la commission interministérielle, pour fixer un coût de 110 francs le mètre carré. On dirait que nous ne sommes plus au Bénin. Moi, ça m'écoeure, ça me fait pitié. Et je me dis, à quoi bon ne pas laisser mon argent à la banque et d'aller faire cet investissement pendant 30 ans? Moi, j'ai fait 34 ans précisément là-bas. Et c'est aujourd'hui qu'on me met dans cette situation. Qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi concrètement. Ça fait pitié. Moi, sincèrement, je n'ai pas de mots. On nous a réunis, on est sorti d'une séance avec le préfet aujourd'hui. À l'entendre, il n'y a pas de mots. Vous dégagez. Parce qu'il n'a même pas parlé de dédommager. Personne, je dis bien personne. Nous sommes 1100 personnes affectées par ce projet-là. Une partie, partout. Écoutez bien. Tout ce qui vient faire maintenant là. Je dis bien 1100 personnes.
personne n'a encore été dédommagé d'un picot. C'est pas un franc. Est-ce qu'on va nous jeter dans la rue? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est pourquoi moi je dis, j'interpelle le chef de l'État, le père de la nation. Excusez-moi, c'est un homme, s'il est président du Bénin aujourd'hui, c'est un homme qui a connu la valeur de l'investissement. Qu'il nous vienne au secours. Toi, les filles, ils disent, mais combien de temps tu fais que vous avez fait? Why, Kumba, Dieu, mais non, on va sortir. Et va mettre au Tito, et va mettre au Yovoseto, et va mettre au Nanato, et va mettre au Padeto, et va mettre au Canindeway. À 100 millions, mais sur la Rossoua, il va y filer l'aéroport si tu mènes, il va s'y filer. Et là, j'ai assis côté de, et là, il va dire à Rossoui, mais là, on va s'y filer. Voilà, on va dire fiti. Voilà, fimi-toi, si-mi-toi, la bimou, j'ai fi. Voilà, le clémito, là, le fouet. À 100 millions, la Rossoua, boy. D'ailleurs, mi tout mi poto gane wa si wele mi mo ni àkóso yi nu meton e lo mo la bi aya dije si nu yi me gbe gi àkóso yi nu mi ton e lo to fi le wu e e lo ya sa lu ya fi to lu mi we mi do fere nu oji asi mi to fi to nu oji pẹ̀lú wa bo la yi la so ho mi kaka je gbe mi mo do aro ko wa mi wa jole si asa to de je gbe jole mi mo yo fo si male la ku ma yo so li gba aju ma ju e bo la gbe tra kele jawe bo la gba nu bo la gba we bo la hekele gbe Toga tu es le temps, mais tu as dit la première mot de l'eau, oui, moi, comme m'a dit Fiton. Mais voilà, Jimmy, c'est vrai, toi le mieux, Bessie. Et quel que soit ton lieu où nous sommes, bon, toi, il m'a fait Fiton à la couleur de la lumière. Nous, Toga, toi, de ma moto là, combien de temps, oh, c'est coup. Toga, toi, de ma main. Oh, c'est coup. Il a vu, il y a ça, le mieux. Fiton, mais non, bon, aïe. Mais ça, le filet, bon, aïe, mais non, film, mais non, assis. Mais non, soit, ça me quoi, mais tu as son gueule, ouais. Miadou, non, gueule, ouais. Et, ben, tu Toga, dans cette heure, il va être mais si. Parti talon, ouais, le soutien est toujours là. Ou tu as tout regardé à Gouya. Mais on va dire, mais non, plus quoi. À moins que, mais on a dit, à contrôler une baie. Toi, les gens, ben, si tu mets, toi, les gens, avec quoi, ben, ton dia. Fitre, de la 5 minutes, nous, avec ben, mais sur le film, il y a un bout de bon, nous, et tu vas voir, et là, bah, il va se coller. Fitre, minaï. C'est le dire, mais nous, fibons, chinois, là, on a des 5 heures du matin, nous, lundi, on est au Green Aha, domaine, on dit. Mais mi a cousin tout le mêlé le clair dit quand les nous étaient des c'est de fit et soit donc mais oui mais donc tout pour le fit il va y bouton tu vas où et où 11 boulot fait mon boulot moi qui le fit à cause à pour le fit au coco pour le fit bon pour nous bi le fit mais donc garder na wa do bi na gba no e we mi lo mi na ko a so le tell to wa mi lo wi wa we ouais donc duru na mi ouais que si là que ouais mi tano le de fait mi bio nous koto ye koime bon de wa do ya kuma e pe wo de dommage. Voilà. Je voulais d'abord commencer par vous faire écouter en effet cette courte vidéo dans laquelle le peuple béninois s'exprime en français et en langue locale. Le message est le même, c'est la détresse d'un peuple dépouillé par ses dirigeants. Quelle est la méthode utilisée par Patrice Talon pour dépouiller le peuple béninois? C'est exactement la méthode utilisée par Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. C'est cette méthode que Ouattara utilise en Côte d'Ivoire. C'est une méthode en 3 étapes. Première étape, il décrète des terres traditionnelles, des terres collectives traditionnelles ou des terres appartenant à des propriétaires légaux. Il les décrète d'utilité publique. Il dit que l'État a l'intention de valoriser ces terres pour le bien commun. Ça, comme cela fait partie des prérogatives régaliennes de l'État, ce motif est en réalité un fourre-tout. C'est un motif qui est un alibi tout trouvé pour exproprier les Africains de la part des dirigeants corrompus au service des intérêts étrangers. Au lieu de dire très clairement qu'ils veulent arracher les terres pour les donner à des entreprises qui sont les écrans de leurs propres intérêts et de leurs amis étrangers, ils commencent par afficher un soi-disant intérêt public. Ils disent que ce sont des terres d'utilité publique, c'est-à-dire des terres qui vont devoir être utilisées par l'État pour améliorer la condition du peuple.
Sous ce motif vertueux qui n'est rien d'autre que la beauté du diable, le déguisement de Satan, ils vont passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est puisque les terres ont été décrétées d'utilité publique, le montant de l'indemnisation du mètre carré s'effondre, n'a même plus rien à voir avec l'inflation en cours. Alors que le mètre carré en Afrique de l'Ouest est au minimum à 10 000 francs CFA, parfois même 25, 30 000 francs CFA, parfois même 100 000 francs CFA dans les villes. On décrète tout d'un coup que ces terres-là qui sont décrétées d'utilité publique, les indemnisations seront purement symboliques. Puisque les terres étant décrétées d'utilité publique, elles sont décrétées appartenir à l'État. Et par conséquent, puisque l'État est le propriétaire le plus important du pays, puisqu'il représente l'intérêt général et le bien commun, l'État se permet donc de sous-évaluer les terres. Donc, l'arnaque dans la deuxième phase, c'est la sous-évaluation du prix du mètre carré et le refus de prendre en compte la mise en valeur de ces terres. Il y a des personnes qui ont construit sur ces terres des complexes hôteliers, des personnes qui ont construit des maisons dans lesquelles leurs familles vivent, des personnes qui y ont l'essentiel de l'héritage à transmettre à leurs enfants. Tout ça, on ne considère pas, on considère uniquement le misérable prix imposé au mètre carré. C'est-à-dire que la deuxième phase de cette méthode, c'est une véritable escroquerie. C'est un vol à ciel ouvert. Mais un vol déguisé sous le nom de l'État. On dit non, c'est l'État. Ah, ce n'est pas Patrice Talon, c'est pas Ouattara, c'est l'État ivoirien. C'est l'État béninois. Vous savez, on est là, on doit aménager les bords de plage avec les problèmes d'inondation. On doit urbaniser correctement. Vraiment, c'est dans l'intérêt de l'État. Vraiment, nous-mêmes, on ressent votre douleur. Hein. Mais le pays doit progresser. Donc, vraiment, il faut laisser. C'est la deuxième phase. Une fois qu'ils ont exproprié les Ivoiriens, exproprié les Béninois, exproprié les Africains, troisième phase, ils attribuent alors ces terres à des entreprises privées. Leur interprétation de l'utilité publique consiste à attribuer les terrains qu'ils ont arrachés, les terres qu'ils ont arrachées, les terrains rasés, à les attribuer à des capitaux privés. Tout d'un coup apparaissent des entreprises marocaines, des entreprises tunisiennes. Tout d'un coup apparaissent des entreprises qui appartiennent aux beaux-frères, à la belle-sœur, aux amis du président. Tout d'un coup apparaissent des groupes qui sont en réalité dans leur conseil d'administration possédés par les membres du régime et qui deviennent propriétaires de cette terre. Et le tour est joué en 3 coups. Est-ce que vous avez compris? 1. Déclaration que c'est de l'utilité publique. 2. Sous-estimation, sous-évaluation de cette terre. 3. Redistribution des terres à l'oligarchie politique, à l'oligarchie financière nationale et étrangère. Terminé. Voilà ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Voilà comment toute la baie de Cocody s'est retrouvée entre les mains du clan Ouattara et de ses amis étrangers. Toute la baie, toute la lagune, il l'a bradée. Voilà comment toutes les terres des Achans en Côte d'Ivoire, les Hébriers, les autochtones d'Abidjan, sont arrachées, revendues et récupérées par la Ouattari et ses excroissances étrangères. C'est cette méthode que Patrice Talon importe actuellement au Bénin. Il décrète d'utilité publique, il sous-évalue la valeur du terrain, il le rase, et ensuite il va le redistribuer, le réattribuer, et là ses amis vont apparaître. Et là même ses entreprises vont apparaître, en 3e ligne, terminé. Donc en fait, sous couvert d'utilité publique, on est en train d'estorquer les peuples africains. Vous avez compris ce qui se passe? C'est inacceptable. Et quand vous regardez Ouattara et Talon, vous vous rendez compte que leur fortune personnelle a été constituée de la même façon. Ils sont toujours passés par des privatisations des biens publics pour avoir de l'argent personnel. Dans les années 80, Talon n'avait rien. Ouattara n'avait rien. En dehors de ses petits salaires modestes de fonctionnaires du FMI. D'accord? Dans les années 90, ces individus se sont mis à récupérer des pans entiers, des morceaux privatisés des économies nationales de leur pays, respectifs. Et hop, ils sont devenus multimilliardaires en récupérant les biens publics de l'État, privatisés dans des conditions frauduleuses.
privatisés dans des opérations absolument scabreuses. Voilà comment ils sont devenus milliardaires. Ce que j'ai appelé, en étudiant les mêmes personnages au Cameroun, mon pays natal, les milliardaires administratifs. Ce sont des milliardaires administratifs, c'est-à-dire qui ont été fabriqués par la corruption administrative. C'est ça. Sur Alassane Dramane Ouattara et sur Talon, il y a des milliers de témoignages de constitution de leur fortune sur l'accaparement par des montages, par des privatisations, par des récupérations, par des holdings, par des sociétés écrans, des biens publics. Est-ce que vous n'avez pas le cœur arraché par les scènes qu'on a vues à travers l'Afrique, des gens qui sont expropriés? Les scènes de Côte d'Ivoire, de familles qui doivent dormir au cimetière, de familles qui sont privées de terres ancestrales et qui par la suite constatent que des entreprises privées se les voient attribuer et que le gouvernement ose leur dire que c'est ça l'utilité publique. Est-ce que vous avez étudié l'ampleur qu'a pris le patrimoine immobilier, le patrimoine foncier de la famille Ouattara? Rien que monsieur et madame en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui l'ampleur du patrimoine foncier de Patrice Talon et de sa famille? Dans la séquence 1990 jusqu'à nos jours. Si vous pouviez évaluer cela, vous décréteriez en Côte d'Ivoire et au Bénin une année de deuil national. Vous pleureriez pendant 1 an, sans arrêt. On pleure, 365, 366 jours. Si vous vous rendez compte des sommes que ces gens-là ont confisquées, les sommes qu'ils ont récupérées, et dans cette boulimie, rien ne les arrête. Alors même que le peuple de Côte d'Ivoire est en colère et est braqué par la Ouattari, alors même que cette méthode a été étudiée et dénoncée en Côte d'Ivoire, Patrice Talon, croyant que le monde est cloisonné, l'a reproduit grossièrement au Bénin. Il décrète d'utilité publique les terrains qui l'intéressent, lui et ses camarades, les oligarques financiers. Ensuite, il fait baisser à 110 francs CFA le mètre carré. 110 francs CFA le mètre carré dans une ville ou dans une agglomération, une grande agglomération au Bénin. 110 francs CFA. C'est-à-dire, ça n'atteint même pas 1 euro. 110 francs CFA, c'est quoi? C'est 60 centimes d'euros. C'est combien même 110 francs CFA? Et comme ça, il achète au nom de l'État moins cher les terres. Ensuite, il les redistribue à des gens qui, eux, vont s'en faire des milliards. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est ce qui est dénoncé. Et j'ai une seconde vidéo qui est très émouvante. C'est un monsieur qui a vraiment mis en valeur sa terre depuis très longtemps, qui a construit un très beau complexe et qui nous fait visiter ce complexe en commentant ce qui lui arrive. Ça m'a déchiré le cœur. Des gens qui ont investi dans leur pays et qui s'apprêtent à être spoliés par Patrice Talon uniquement parce que celui-ci possède la force de l'autre. Il possède la puissance de l'État. Je voudrais vous faire écouter cette deuxième. Je voudrais vous faire écouter cette deuxième. Cette deuxième vidéo-là m'a aussi vraiment, elle m'a beaucoup touché. Ce monsieur-là, qui a vraiment investi dans ces terres et qui s'est fait voler. Il s'est fait gentiment voler. Allô, donc voilà la nouvelle qui tombe. Voilà, je lui donne la parole. Au pouce fermé est déclaré d'utilité publique. Et toute... Écoutez-le. Hein. Allô, donc voilà la nouvelle qui tombe. Il paraît que tout le secteur de au pouce fermé est déclaré d'utilité publique. Et toute la zone va être rasée. Donc voilà de quoi il s'agit. Il paraît que tout ça va être rasé sur 500 mètres jusqu'à la forêt. Donc notre domaine, on vient d'y mettre des inscriptions. Donc ça c'est là à casser. Pardon. Donc tout ça doit être rasé, il paraît, jusqu'à la plage. Pourtant ce sont des domaines avec des petits fonciers. Il a des titres fonciers. Hein? Donc là, c'est à raser sur 500 mètres de profondeur. Donc voilà, ça c'est un de mes premiers domaines. Ça c'est un domaine de 3200 mètres carrés que j'ai ici, qui sera rasé. Donc voilà.
jusqu'à la plage, sur plus d'1 kilomètre et quelques. Sur près de 2 kilomètres, sur près de 500 mètres, ils sont venus avec les forces de l'ordre. Donc c'était tout un contingent d'hommes en armes qui sont venus. Les armes, c'est ce qu'ils ont écrit sur les maisons. les braqueurs. Alors, moi, j'ai ma base logistique ici. J'ai mon studio d'enregistrement là. J'ai un petit pied à terre pour moi-même. Et on me dit que le monsieur en question a été assassiné quelques jours après cette révélation. Donc, tout ce que vous voyez là est attaqué. Donc, c'est ce que vous voyez là. Moi, ça c'est, comme vous pouvez le voir, c'est une annexe de logistique assistance. Donc, c'est l'annexe de Opus-Séné. Donc, logistique assistance, comme vous pouvez voir. Ça, c'est ma devanture. Et voilà. Ici, j'ai 2400 mètres carrés. Un peu plus loin, j'ai d'autres domaines, mais tout est à casser à ce qui paraît. Donc, 4 de mes domaines vont être impactés. Donc, c'est ce que vous voyez là, à casser. Tout ça est à casser. Alors, mes domaines donnent sur 2 rues. Le monsieur a été assassiné, me dit-on, après cette révélation. C'est des choses qu'on a acquises depuis, ça fait 17 ans. Exactement les mêmes méthodes que Ouattara. 17 ans que j'ai acquis tout ça. Alors, il n'y a pas eu de préavis, il n'y a rien eu. Donc ça, c'est l'intérieur du domaine, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez l'investissement qu'ils détruisent? Ça sort sur une deuxième rue. La chaîne YouTube s'appelle Université libre de l'Afrique des libertés. Nous sommes en direct sur cette chaîne actuellement. Je vous invite à vous y abonner par centaines de milliers. Essayons de relever le défi d'1 millier d'abonnés. 1 million d'abonnés, pardon, d'ici la fin du mois d'octobre. Nous le pouvons. Université libre de l'Afrique des libertés sur YouTube. Voilà encore un autre groupe là-bas. J'ai agrandi, c'est ce que vous voyez là. Donc, ils ont tué le monsieur ici aussi, qui fait cette vidéo. Vous pouvez voir, voilà ce qu'ils nous ont mis là aussi. Donc ça c'est l'arrière. Donc c'est l'arrière, ça c'est à casser. Donc c'est tout ça. Donc toutes les maisons sont à casser. Je pense qu'il y a plus de 300-400 maisons à casser ici. Hein. Ça c'est l'hôtel 241 qui est en face de moi. Il y a des hôtels, il y a des églises, il y a... Donc il y a, je sais pas, des centaines de maisons à raser. Donc c'est un peu ça. Bon, le problème maintenant c'est de savoir quelle est la conduite à tenir et quel est le délai qu'on nous donne pour commencer à débarrasser nos effets. Quel est le délai qu'on a? Donc c'est un peu ça. Voilà. Vous voyez ce que fait Talon? Tous ces mains, on est aujourd'hui le vendredi, je pense qu'on est le 24, voilà, vendredi 24. Donc c'est ça. Voilà. Je tenais à vous faire écouter ces deux témoignages qui m'ont vraiment arraché le cœur. Allô? Ces deux témoignages qui m'ont vraiment profondément ému. Parce que j'ai tout de suite vu, dans la détresse du peuple béninois, la détresse de tous les peuples africains spoliés par ces dirigeants anti-africains. C'est exactement comme cela que se comportent tous ceux qui gouvernent l'Afrique contre les intérêts des peuples africains. Les dirigeants en question se caractérisent par le fait qu'ils ont, sur plusieurs années, volé l'argent public africain et ils l'ont gardé dans des comptes bancaires ici en Occident. L'argent public africain qu'ils ont volé, ils l'ont gardé en Amérique, dans les paradis fiscaux. Hein, les fameuses îles Caïmans et consorts. Ils l'ont gardé en Europe, massivement. Par conséquent, ils sont sous le contrôle des oligarchies occidentales, qui, littéralement, peuvent les faire chanter en raison de leurs comptes bancaires remplis d'argent volé en Afrique. Ces dirigeants africains-là, les Ouattara, les Talon, les Biya, les Sassou, tous les dictateurs africains ont leurs mains dans la bouche, littéralement, de l'oligarchie occidentale. Parce qu'ils ont volé l'argent public africain et l'ont gardé dans des comptes ici. Et ils ne peuvent pas le justifier. Tous peuvent être l'objet de poursuites pour bien mal acquis.
Ces gens-là, en contrepartie, doivent donc brader en permanence l'Afrique afin de protéger leurs arrières, à savoir l'argent volé à l'Afrique qui est gardé pour eux dans leurs comptes occidentaux. Ce sont des voleurs volés. Ce sont des otages qui dirigent les pays de la France-Afrique. Ce sont des dirigeants otages d'un système mafieux. Il faut que vous compreniez leur état psychologique. Donc leurs amis leur demandent sans cesse de donner des garanties, de céder des parts entières de leur territoire. J'ai besoin de toute la baie. J'ai besoin de toute la baie de Cocody. J'ai besoin de 10 000 hectares de forêt. J'ai besoin de telle exploitation pétrolière. J'ai besoin de telle concession au port. J'ai besoin de telle concession dans tel aéroport. C'est comme ça qu'on leur arrache des pans entiers des pays dont ils prétendent être des dirigeants, mais dont ils sont en réalité simplement des gérants au service des puissances étrangères, des multinationales étrangères, des intérêts étrangers. C'est dans ce cadre qu'ils sont obligés en permanence de pressuriser le peuple de leur pays et de le spolier. Parce qu'il y a une boulimie énorme qui est née justement de leur propre voracité envers le capital national. Leurs alliés leur demandent en permanence des gages. Et c'est comme ça qu'ils dépouillent en permanence les peuples africains. Quelle nécessité y a-t-il que M. Talon déloge massivement 400 familles béninoises? Si c'est pour redistribuer ces terres à des intérêts privés, et si c'est pour ne même pas être capable d'indemniser les familles à la hauteur de leur investissement, afin qu'elles se reconstruisent aisément ailleurs. Pourquoi doit-il sacrifier ce peuple? La raison est très simple, parce que c'est la condition pour sauver lui, sa tête à lui. Pour sauver lui, sa fortune à lui. Mais cette fortune, d'où la tient-il? Mais de l'exploitation de ce même peuple. C'est la double peine. C'est la double peine pour mon peuple au Bénin. C'est la double peine pour mon peuple en Côte d'Ivoire. C'est la double peine pour mon peuple au Cameroun, au Congo, au Togo, au Gabon. C'est la double peine pour mon peuple. Partout où, à la tête de l'État, il y a des gens qui ont la main dans la bouche des puissances étrangères et qui ont peur d'être mordus. C'est-à-dire des dirigeants otages. Le dirigeant africain otage est un preneur d'otages populaires. Comme il est otage de la France-Afrique, comme il est otage de l'oligarchie financière internationale, il prend son peuple en otage. C'est une chaîne de capture de l'État africain qui commence par la capture du dirigeant vassal. Une fois que lui, il est capturé, il va mener une politique de captif. Une politique de captif. C'est une politique de captif qui t'amène à arracher les terres aux gens, à les payer en monnaie de singe quand tu les payes, à les jeter dans la misère pour protéger des comptes bancaires remplis de leur propre argent que tu leur as volé. Qu'est-ce que c'est choquant. Patrice Talon qui a défrayé la chronique ces derniers mois, qui se croyait tellement fort qu'il a osé penser qu'il pouvait attaquer militairement le Niger avant de constater qu'il ne peut pas. Maintenant, il retourne encore plus violemment sa même faconde contre le peuple béninois. Mais qu'est-ce que nous avons fait à ces gens? Pourquoi ils nous détestent autant? Pourquoi ces fils de l'Afrique peuvent-ils autant détester notre continent? Pourquoi ils détestent autant nos peuples? De quel être sont-ils les réincarnations? On doit se poser la question. Qui sont réellement ces gens pour avoir autant de cynisme, autant d'indifférence? Le monsieur qui a montré tout le complexe qu'il a construit. On m'informe que ce monsieur a été assassiné après la révélation de la spoliation qui se prépare, qui se préparait contre lui et ses voisins. Il a été assassiné. Maintenant, les Béninois se rassemblent en tas sur les places de village. Ils se rassemblent en tas dans les quartiers, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, pour dénoncer leur expropriation pseudo-légale. Mais écoutez, au même moment, M. Talon offre le spectacle d'un coup d'État qu'il dit manquer, où son ami, un certain M. Boko, aurait tenté de le renverser. Un coup d'État qui est largement un simulacre, ayant pour but de préparer les esprits à sa tentation de troisième mandat. Car en effet, quand on a constitué sa fortune sur la spoliation de son peuple, on a peur de quitter le pouvoir.
Car en quittant le pouvoir, on court le risque d'être poursuivi, rattrapé par ces casseroles. Talon a du mal à imaginer une vie sans les fonctions de président de la République, parce que sans l'immunité que ces fonctions lui confèrent, il sera poursuivi pour prédation des biens publics béninois. Voilà la vérité. Le coup d'État qu'il attribue à son comparse Boko fait partie d'une stratégie ayant pour but de légitimer son contrôle et son maintien au pouvoir au Bénin. Je ne vois pas Patrice Talon vivre en paix au Bénin sans détenir le pouvoir d'État, vu le mal qu'il a fait aux Béninois. Voilà la vérité. Donc le peuple béninois, toutes les forces vives du Bénin ont une très grande responsabilité. C'est de s'assumer face à quelqu'un qui s'avère un bradeur de la patrie. J'ai confiance dans le peuple béninois. J'ai confiance en cette armée béninoise humiliée par Talon, qui a fait venir les mercenaires rwandais, connus pour le saccage qu'ils créent en République démocratique du Congo, pour assurer sa protection contre le peuple. Oui, en se faisant protéger par les Rwandais, Talon a clairement déclaré la guerre au peuple béninois. Il a dit au peuple béninois, je n'ai pas confiance en toi. Et il est en posture de combat contre ce peuple. Il y a des actes que les députés, les actes que la société civile béninoise aurait dû considérer comme des actes haute trahison. Un président qui fait venir les soldats de l'armée de notre pays pour constituer sa garde personnelle, alors que le pays n'est pas en guerre. Un tel président est un traître à la nation. C'est un traître à la nation. Je ne sais pas qu'est-ce que les Béninois veulent. Maintenant, vous avez une deuxième preuve. D'abord, il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Et il dit qu'il est le chef de l'armée béninoise. Il est le chef suprême d'une armée en laquelle il n'a pas confiance. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? C'était exactement le raisonnement de Bazoum. Les terroristes sont plus aguerris que nous. Les terroristes sont plus forts que nous. De toutes les façons, ce sont mes alliés, libérez-les. Mais l'armée nigérienne lui a dit, mais si les terroristes sont plus forts que nous, donc tu es le chef de l'armée terroriste. Tu es le garant de l'armée terroriste, tu n'es plus notre chef. Donc tu dégages. Tu dégages. Ceux qui tuent les soldats nigériens par centaines, tu dis, bon, ils sont les plus forts. On en arrête quelques-uns, on les met en prison, tu les libères. Tu dis, non, ce sont tes alliés. On dit, hé, mais donc tu ne peux plus être le chef suprême de l'armée nigérienne, tu as trahi le Niger. Depuis quand un chef suprême des armées peut protéger ceux qui ont tué massivement ces soldats et même les libérer pour qu'ils continuent, pendant même qu'ils continuent. Donc les Béninois auraient déjà pu voir dans le choix d'une garde personnelle rwandaise de Talon, mais une déclaration de guerre. C'est un acte de défiance contre le peuple béninois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne sais même pas comment vous faites pour chercher une autre explication. Et maintenant, les spoliations qui s'accélèrent contre le peuple béninois ne sont que la conséquence de la posture néocolonialiste de Talon envers son peuple. C'est un néocolon. Les intérêts du peuple béninois sont le cadet de ses soucis. Ce qui lui importe, c'est de sauver ses comptes bancaires pleins à craquer de l'argent béninois qu'il a planqué à l'étranger, protéger ses arrières pour qu'il n'y ait pas un changement politique au Bénin qui le conduira au tribunal et en prison. Voilà le problème de Talon aujourd'hui, résumé. Et j'espère que vous savez, il a des ennuis ici à l'étranger où, pour le mettre sous pression, eh bien, ses partenaires se sont mis à le poursuivre en justice. Et puis, il a des ennuis au Bénin où il sait très bien que le peuple béninois ne peut plus l'encadrer. Les Béninois savent très bien que Talon, c'est juste un homme d'affaires qui s'est servi d'eux pour faire craquer ses comptes. Et que son patriotisme affiché n'était rien d'autre qu'une ruse, en réalité, une ruse de milliardaires assoiffés, de milliardaires boulimiques. Aujourd'hui, quand vous voyez Talon qui ose vendre la terre de quelqu'un à 110 francs CFA le mètre carré, vous découvrez qui est l'homme. Et vous savez que ce qui bat à la place de son cœur, c'est une grosse calculatrice. Les calculatrices font un bruit, hein. Ça fait tic, 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 tic. Si vous n'écoutez pas bien, vous pouvez penser que ce que lui, là, dans la poitrine, là, c'est vraiment un cœur. Non, c'est une calculette. C'est une grosse calculatrice. Et il calcule chaque mètre carré des Béninois tous les matins. Tic, 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 un à un. Et cette spoliation, si vous ne l'arrêtez pas, il va aller jusqu'au bout. Il sera le propriétaire du Bénin. Un peu comme on dit au Maroc que le royaume du Maroc est la propriété du roi. Talon veut être un monarque béninois.
Il est en train de restaurer indirectement une monarchie à travers l'accaparement financier de l'État. C'est très dangereux. Le peuple béninois doit tirer toutes les conséquences. Les forces vives du Bénin doivent tirer toutes les conséquences de ce qui se passe. Et je pense qu'il ne faut pas croire au coup d'État dont M. Talon nous rabat les oreilles. Ces coups d'État sont de la diversion pour légitimer sa tentation du pouvoir permanent. Et voilà ce que je voulais dire sur ce premier sujet. Soutien total au peuple béninois spolié. Soutien total aux Béninoises et aux Béninois dont la sueur, le sang et les larmes sont volés par M. Talon. Appel à la mobilisation du peuple béninois pour faire respecter sa souveraineté sur cette terre. Que les Béninois transcendent les différences ethniques, les différences régionales, les différences corporatrices pour défendre la souveraineté du peuple béninois sur sa terre. Ce peuple qui a connu l'un des plus grands présidents en termes de détachement envers l'argent, le président Mathieu Kérékou, ce peuple ne peut pas accepter d'être exproprié comme cela. Peuple béninois, unissez-vous. Faites-vous respecter par Talon. Même vous qui êtes dans le parti de Talon, sachez que l'expropriation vous concerne. Ce n'est pas quelque chose qui vise les gens parce qu'ils ne sont pas du même parti que lui. C'est une expropriation de classe. Talon mène la lutte des classes en faveur de sa classe, la haute bourgeoisie financière. Il mène la lutte des classes en faveur de sa classe, la haute bourgeoisie étrangère, l'oligarchie financière néocolonialiste étrangère, dont il est le représentant et à laquelle il doit allégeance, parce qu'il a planqué l'argent qu'il a volé aux Béninois dans ces pays-là, où on le poursuit maintenant pour lui demander d'où vient cet argent. Oui! C'est de cela qu'il est question. Les dirigeants africains sont tous pris dans cet étau. Ils ont pris l'argent public africain, ils l'ont planqué dans des comptes en Occident. Donc l'Occident a les preuves qu'ils sont des voleurs. Grâce à cela, l'Occident les fait chanter, en les obligeant donc à céder davantage du territoire africain, davantage de richesses africaines aux multinationales occidentales. Sinon, vous pourriez être poursuivi. Hein. J'ai l'impression que, mais non, si vous ne nous donnez pas tel marché, si vous ne nous donnez pas l'aéroport, si vous ne nous donnez pas le port, si vous ne nous donnez pas l'exploitation du manganèse, je crois que vous aurez un problème. Hein. Je vous rapporte une anecdote. Je la tiens de l'ancien président du Burkina Faso, le président Blaise Compaoré. Qu'il me soit permis de rapporter cette anecdote. Expliquant sa chute sur le plan international. Il me dit un jour, je sais que j'ai fatigué mon peuple. Ça faisait 27 ans que j'étais vraiment là. Les gens voulaient que je parte. Même dans mon porte-camp, ils voulaient que je parte. Ok, je suis donc parti. Mais ce que vous devez savoir, c'est que j'ai surtout, en réalité, compris que j'allais partir quand je suis allé voir François Hollande. À sa demande, François Hollande m'a convoqué. Parce que j'ai retiré le marché du manganèse de la région de Tambao. Je l'ai retiré des mains des multinationales françaises qui considéraient que c'est leur priorité pour donner à un consortium australo-canadien. Nous avons fait une étude de projet et nous nous sommes rendus compte que le consortium australo-canadien nous offrait plus de services sociaux, de routes, de dispensaires, nous offrait plus d'écoles autour du projet d'exploitation du manganèse, alors que la proposition française, elle était vraiment à minima. Mieux, dans la proposition française, on était allé jusqu'à sous-estimer la teneur du sol burkinabé en manganèse. Ils ont dit non, il n'y a rien, on a fouillé, il n'y a rien, il y a presque rien du tout là. Et donc, ayant étudié les deux propositions, j'ai arbitré pour le consortium australo-canadien. Hollande m'a convoqué. François Hollande. Il est là, à Paris. Il convoque le président Compaoré et lui dit alors, mais on ne gagne plus les marchés chez vous. Le président Compaoré lui explique que on a étudié les deux dossiers, on s'est rendu compte quand même que pour notre peuple qui est en sérieuse difficulté,
l'offre australo-canadienne était meilleure. François Hollande s'est levé aussitôt. Hein. L'entretien s'est achevé comme ça. Hein. Hollande s'est levé, a dit très bien, bon séjour à Paris, monsieur le président, je vous souhaite une bonne journée. Donc lui, quand il est sorti de cet entretien avec Hollande, il a su qu'il allait tomber. Il a su qu'il était lâché par la France. Que de ne leur avoir pas réservé la priorité du manganèse du Burkina Faso, là c'était la faute, la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Il l'avait lâché. Il l'avait lâché. Voilà quelque chose que je vous rapporte, je suis sûr. Et donc, je découvrais ainsi que le dirigeant africain qui est lié au régime néocolonialiste français est en fait un otage. On le tient. Si tu ne fais pas ça, alors on te fait ça. Et ce ne sont pas les révélations en dernière date de Robert Bourgi qui vous étonnent. Tout ce que Robert Bourgi a dit, c'est que les dirigeants de l'Afrique francophone sont presque tous, en réalité, des individus en otage. Sont des otages politiques internationaux. Ils se gargarisent, ils passent devant les gens. Je suis le président de la République. Ce n'est pas un président. C'est un régent qui fait les 4 volontés de ceux qui le tiennent. Bon, tu as ta garde, elle est assurée par Israël. Toi, tu peux gouverner quel pays africain souverainement alors que tu es gardé par Israël qui n'est rien d'autre que le satellite des États-Unis. Tu es dans la main des Américains, ils peuvent te loger une balle matin, midi et soir. Tu peux gouverner quel pays africain en étant protégé comme Biya par Israël? Je vois beaucoup de dirigeants là, l'un est protégé par Kagame, l'autre est protégé par Israël, sa garde personnelle. Quelle politique souveraine tu peux mener dans ces conditions? Mais tu es braqué. Toi-même tu sais que celui qui dort à ta porte, si tu joues au con, il te loge une balle dans la tête. Donc ce sont les gens qui vivent dans la peur. Parce qu'en effet, le maître néocolon ne pardonne rien. Il ne pardonne aucune incartade. Même quand tu ne lui dois rien, déjà il se comporte comme si tu lui avais pris quelque chose que tu lui devais. Combien de fois celui qu'il a contribué à installer au pouvoir, mais il te considère comme sa chose, son esclave. Et c'est de là que vient l'arrogance des dirigeants occidentaux envers les dirigeants africains. S'ils leur parlent avec mépris, c'est parce qu'ils savent qu'ils les tiennent. En effet, quand tu tiens quelqu'un, tu peux être tenté de lui parler comme on parle à quelqu'un qui ne représente rien. Bon, alors, tu as ton enfant là, elle a 5 ans. Est-ce que tu es obligé d'utiliser des formules de grandiloquence pour lui parler? Si tu as besoin d'eau, bon, tu peux ajouter un s'il te plaît, va me chercher de l'eau. Ton enfant va aller chercher de l'eau. Pourquoi? Parce que tu as, avec ton enfant, un rapport de supériorité. Donc, si les dirigeants de l'Afrique francophone sont souvent méprisés par l'élite politique française, c'est parce que, en réalité, cette élite les tient. Par le système des camps militaires, par le système de la dette, par le système de la soi-disant aide au développement, par le système de la pression médiatique, par le système de la pression judiciaire, par le système du contrôle mental, du contrôle des idées, de la pression de la propagande démocratique et droits de l'homiste. Ce sont des otages. Vous venez de comprendre quelque chose, j'espère, dans cette conférence. Pourquoi nous détestent-ils tant? C'est parce qu'ils doivent sauver leur peau. Car ce sont des otages qui dirigent les pays de la France-Afrique. Ce sont des otages. Ce ne sont pas des dirigeants. Ils paraissent grands comme ça, mais ce sont des otages. Eux-mêmes en privé, ils parlent comme moi je parle. C'est ça qui est surprenant avec ces dirigeants. Hein. Le président Gbagbo était très surpris lors de sa visite au Cameroun. Dès que Paul Biya le prend à côté, Paul Biya lui dit « Laurent, tu es un garçon brillant. Tout ce que tu dis, mais c'est vrai. Bon, nous, on ne peut pas parler comme toi parce que vraiment, on a un certain nombre de redevances qui font qu'on ne peut pas. » Hein? Vous ne pouvez pas parler comme moi, mais ce que je dis est vrai? Donc vous reconnaissez que ce que vous dites publiquement là, c'est du mensonge? Ah non, quand il rencontre un dirigeant africain véridique en privé, tous ces chefs d'État là, ils le flattent. Mais non, ce que tu dis, mais non, c'est important, c'est bien, c'est bien. En public, ils font comme Alassane Ouattara. Alpha, on nous écoute jusqu'à Paris. Hein. Alpha Condé, il faut faire attention. Hein. On nous écoute jusqu'à Paris. Ils pissent dans leur froc à l'idée qu'on les écoute à Paris.
Voilà donc les marionnettes qui dirigent l'Afrique francophone. Constamment menacés de coups et blessures. Ils dirigent en tremblant. Il ne faut pas que le maître s'énerve. Donc ce sont des otages. Et pour préserver leurs intérêts, et notamment l'argent public africain qu'ils ont volé et caché en Occident, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les peuples en otage. Voilà la chaîne. Tout est compris. Avançons. Tout est compris. Le deuxième sujet que nous abordons ce soir porte sur la montée de tension à la frontière nord du Mali. Selon toutes les informations disponibles sur les réseaux, l'armée algérienne a renforcé considérablement son dispositif militaire du côté de la Tinzaouaten algérienne, qui fait face à la ville de Tinzaouaten malienne. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de cette zone, de la frontière entre l'Algérie et le Maroc, il y a deux villes, deux localités qui ont pratiquement le même nom et qui se font face. Parce qu'elles sont sur la même zone, dans le même espace géographique. C'est ça, la magie des frontières tracées par les colons. Donc il y a une Tinzaouaten malienne qui a été récemment occupée justement par les terroristes soutenus par l'Algérie, par l'Ukraine, par l'OTAN et ses proxys de la CEDEAO. Et il y a une Tinzaouaten algérienne. Or, ces dernières heures, l'armée malienne est en train de progresser pour reprendre un entier contrôle de cette zone de son territoire après les incidents terribles du mois de juillet 2024 qui ont vu une patrouille de l'armée malienne prise par surprise et fortement décimée entre le 25 et le 27 dans une bataille terrible où même des alliés russes de l'armée malienne ont péri. Pendant que l'armée malienne monte en puissance pour assurer le plein contrôle de son territoire et de sa zone, eh bien de souveraineté, l'armée algérienne renforce son dispositif militaire, se préparant même à ce qui semble être une possible bataille aérienne. Puisque selon des informations distribuées dans les médias occidentaux, l'armée algérienne a installé du matériel de guerre sol-air, a mis en place des dispositifs de missiles anti-drones qui peuvent également servir contre des aéronefs. Alors, dans ces conditions, la grande question qui se pose est la suivante. Mais qu'est-ce qui explique l'attitude belliqueuse de l'Algérie envers le Mali? Il faut qu'on comprenne très bien ce qui explique cette attitude belliqueuse. Alors, il y a d'abord ce que j'appellerais des raisons militaires. Les raisons militaires sont simples. La coalition terroriste qui ensanglante tout le Sahel depuis 2011 et qui a été installée en Afrique par l'OTAN après le saccage de la Libye et l'assassinat de Muammar el-Kadhafi, cette coalition a une importante base arrière en Algérie. L'une des plus éminentes et tristes figures de cette horde de démons, qui s'appelle Iyad Ag-Ghali, est, c'est de notoriété, l'hôte favori d'Abdelmajid Tebboune, du gouvernement algérien, et il vit sur le sol algérien avec des détachements entiers des troupes terroristes d'Al-Qaïda qu'il dirige. De même, après avoir tenté de se camoufler maladroitement pendant longtemps à Bamako, l'imam Neymar de Badalabougou, appelé Mahamoud Diko, s'est ouvertement affiché aux côtés de cette alliance terroriste et a rejoint l'Algérie où il est bichonné, où il est aux petits soins du régime d'Abdelmajid Tebboune. On est toujours sur le volet militaire. Chaque fois qu'ils ont une déculottée dans la partie nord du Mali,
les terroristes s'enfuient en territoire algérien, où ils bénéficient aussitôt d'un rideau de protection de l'armée algérienne, leur permettant d'aller se soigner, d'aller enterrer ceux de leurs morts qu'ils ont pu ramasser, d'aller se refournir en armes, se refournir en munitions, se réorganiser afin d'organiser de nouvelles infiltrations dans le sol malien. Donc, en fait, c'est une information scientifique. Je crois que je ne vous apprends plus rien. L'Algérie est bel et bien la base arrière des organisations terroristes qui attaquent le Mali. Et l'Algérie l'assume désormais. C'est-à-dire que l'armée algérienne travaille désormais ouvertement en étroite coopération avec les groupes armés terroristes. C'est ce que j'appelle la situation militaire. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi l'Algérie tient-elle à ce que le nord du Mali soit occupé par les organisations terroristes à sa solde? Pourquoi? La raison, elle est profondément économique. Là, on va en géopolitique maintenant. C'est parce que le nord du Mali est infiniment riche en pétrole, en gaz, en or, en tous les métaux précieux dont regorge la terre d'Afrique. Pour les colons français, tout comme pour le grand voisin algérien, le contrôle du nord du Mali a toujours été en fait un enjeu géostratégique de portée économique. C'est le sous-sol immensément riche de cette partie du Mali qui est convoitée par l'Algérie. Cette partie du Mali qui s'encastre dans la grande région du Liptako-Gourma, au sens large, intégrant ainsi le Niger et le Burkina Faso, a l'une des nappes phréatiques les plus importantes que la Terre ait jamais eue. Une réserve d'eau potable, la plus importante de cette partie de l'Afrique. Là-bas se trouvent tous les minerais de portée économique stratégique, depuis l'uranium jusqu'à l'or et au diamant. Jusqu'à l'or et au diamant. Phosphate en effet, uranium, fer, manganèse, coltan, lithium, diamant, torodo fula. La liste exhaustive des métaux précieux est entièrement remplie par la terre bénie africaine du Mali, la terre bénie africaine du Burkina et celle du Niger. Elles en regorgent. L'Algérie, qui est essentiellement une terre du pétrole et du gaz, à travers l'accord d'Alger, croyait ainsi pouvoir participer à l'exploitation de la richesse du nord du Mali. Mais depuis que l'accord d'Alger est mort, d'une mort irréversible et définitive, l'Algérie a donc entrepris de tout faire pour déloger l'État malien de la partie nord de son territoire qu'il a justement récemment reconquise à travers la grande victoire de Kidal. C'est la convoitise. Cette convoitise envers le sous-sol du nord du Mali est partagée par les colons français, les néocolons algériens. Elle est partagée par l'OTAN, car le vaste plan de déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN a intégré par géodétection toutes les richesses du Liptako-Gourma, celles du golfe de Guinée et celles du bassin du Congo, celles du bassin du Zambèze. L'OTAN a 4 grands axes de déstabilisation de l'Afrique qui correspondent aux 4 grands plateaux de réserve de ressources géostratégiques majeures. Il y a le Sahel, avec notamment la région du Liptako-Gourma. Il y a le golfe de Guinée, qui est la région maritime la plus riche de la Terre. Il y a le bassin du Congo, qui est la région forestière la plus riche en minerais précieux de la Terre. Et même l'Amazonie, dans son sous-sol, n'en a pas autant que le bassin du Congo. Et ils ont une quatrième zone. Je mets le bassin du Congo jusqu'à la Corne de l'Afrique, mais ils ont une quatrième zone sur laquelle ils ont projeté leurs pseudo-djihadistes, qui sont en fait des mercenaires otaniens. C'est la zone, du Zambèze, le bassin du Zambèze. La zone qui va vers le Mozambique, qui descend vers l'Afrique du Sud. Le Mozambique est un paradis gazier et pétrolier. On y a donc envoyé des terroristes pour déstabiliser le pays et forcer le pays à négocier ses richesses avec Total dans des conditions inégales.
ExxonMobil, Total, tout ce monde vient juste après que vous avez été fragilisé par les terroristes et vous oblige à brader votre pétrole et votre gaz. C'est la méthode. D'abord la déstabilisation, ensuite des contrats économiques inégaux, voire même l'absence de contrats économiques, le pillage pur et simple. Donc c'est pour des raisons géostratégiques et notamment géoéconomiques que l'Algérie ne veut pas que l'État malien exerce la pleine autorité sur la partie nord de son territoire. Car l'Algérie a toujours rêvé d'en être au moins l'une des bénéficiaires. Or, dans le schéma incarné par le président Assimi Goïta, avec la trilogie doctrinale, souveraineté, liberté de choix des partenaires stratégiques, défense des intérêts vitaux du peuple malien, il n'y a pas de place pour le gâteau algérien dans le nord du Mali. C'est pour cela que Abdelmajid Tebboune s'agite. Enfin, il y a une troisième raison qui est plus longue. Je l'appelle la raison historico-sociologique. La raison pour laquelle les Noirs d'Algérie sont dominés et méprisés en Algérie. Les Noirs sont dominés et méprisés dans toute l'Afrique du Nord par l'élite politique et par la majorité de la société. C'est une raison qui s'enracine dans la traite des Noirs au Moyen-Âge. Traite des Noirs qui n'a pas simplement été pratiquée par l'Occident, mais aussi par l'Orient. Le mythe du Noir esclave est tenace dans l'inconscient collectif des peuples arabes, des peuples originaires du Moyen-Orient. Et il y a donc l'idée qu'il ne faudrait pas qu'émerge au sud du Sahara une puissance qui transcende les pays d'Afrique du Nord. Dans l'inconscient de l'élite politique d'Afrique du Nord, il y a cette limite, il y a ce sédiment du racisme né précisément des années abominables de la traite négrière moyen-orientale. Et dans la manière de traiter le noir tunisien, le noir marocain, le noir algérien, le noir égyptien, le noir libyen, la manière de les traiter, cette histoire multiséculaire, abominable, gronde encore. Voilà les catégories qui sont en jeu. Alors du coup, on comprend pourquoi l'armée algérienne se dresse dans une posture belliqueuse face à l'armée malienne. Mais maintenant, on va poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer? L'Algérie va-t-elle franchir le Rubicon? Va-t-elle entrer avec son armée de façon ouverte dans le territoire malien pour tenter d'y repositionner justement ses alliés, les groupes terroristes? Et certains qu'on a rassemblés dans une soi-disant rébellion du CSP, qui n'est rien d'autre que le terrorisme, eh bien, sous d'autres noms. L'Algérie a un problème. C'est qu'elle a commis une très grande gaffe. Dans l'attaque de Tinzaouaten en juillet 2024, elle a participé donc à l'assassinat de soldats russes, à l'assassinat de citoyens russes. Elle a contracté une dette de sang avec la grande puissance russe, qui par ailleurs est l'une des plus grandes fournisseuses en armes, en expertise internationale de l'Algérie, dans le cadre de relations multidécennaires de camaraderie anti-impérialiste et anti-colonialiste. Donc l'Algérie, en menaçant d'affronter le Mali, prend le risque de se retrouver confrontée au grand allié militaire du Mali, la Fédération de Russie. C'est la raison pour laquelle je peux pronostiquer que l'Algérie ne va pas oser traverser la frontière. Parce que traverser la frontière, c'est obliger la Fédération de Russie à participer à des batailles décisives pour la tailler en pièces et lui faire payer son audace de tuer des Russes. Pour moi, le dispositif militaire que l'Algérie installe au nord du Mali a pour but de mieux aider les groupes terroristes à se préparer pour tenter des infiltrations beaucoup plus décisives. L'Algérie n'a pas renoncé à son plan. Utiliser les groupes terroristes, les soi-disant rebelles, pour occuper le nord du Mali et par là avoir une préemption sur les richesses. Seulement maintenant, c'est un jeu extrêmement dangereux. Car comme l'a rappelé le porte-parole du gouvernement malien, le ministre d'État, docteur-colonel Abdoulaye Maïga, dans son allocution à l'ONU le 28 septembre 2024. Pour chaque balle tirée contre le Mali répondra par une balle. Pour chaque mot de travers, il répondra par un mot équivalent.
Donc, dans la bataille pour sécuriser Tinzaouaten, si l'Algérie s'aventure à participer frontalement au combat, on risque précisément l'incident qui va entraîner l'escalade. Le régime algérien risque d'entraîner le peuple algérien dans une guerre qu'il voulait faire par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique à son service. Il faudrait que l'Algérie note que dans ce cas, elle se sera donc attaquée, non pas simplement au Mali, mais au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu'elle aura ouvert immédiatement tout le front sahélien contre elle. Car désormais, il existe l'armée unifiée du Sahel. En le faisant, Abdelmajid Tebboune prend le risque d'une confrontation militaire entre l'Algérie et les 3 pays frontaliers d'Afrique noire, de l'Alliance des États du Sahel. Dans cette confrontation, ces pays bénéficient du soutien de la Russie, ils bénéficient du soutien de la Chine, du soutien de l'Iran, du soutien relatif de la Turquie, et il n'est pas certain que l'Algérie, qui est un pays fragile, car son consensus politique interne est superficiel, il n'est pas certain qu'elle n'implose pas si elle veut jouer à l'exportation ouverte de l'instabilité au sud. Voilà pourquoi je voudrais conclure ce point en appelant le gouvernement algérien à arrêter son soutien aux organisations terroristes. À se souvenir que l'Afrique noire a été unie à l'Algérie dans la lutte contre le colonialisme français. À se souvenir que dans cette Afrique noire, le Mali a joué un rôle éminent, car son territoire a été officiellement offert à l'armée de résistance d'Algérie afin que celle-ci boute le colon français de son sol. Que l'Algérie se réconcilie avec sa mémoire révolutionnaire, sa mémoire anticolonialiste, celle sur la base de laquelle une fraternité algéro-africaine existe depuis les années de la lutte contre la colonisation. Abdelmajid Tebboune est en train de liquider la mémoire et la camaraderie de lutte africano-algérienne. Il est en train de réveiller le souvenir que l'Afrique du Nord a été occupée à la suite de guerres de conquête, de guerres coloniales, par des migrants venus d'Arabie. Il est en train de réveiller la conscience que le noir d'Afrique du Nord n'est pas encore un citoyen à part entière. Il est en train de réveiller toutes les plaies, tout l'inconscient collectif raciste qui oppose encore les peuples d'Afrique noire au pouvoir d'Afrique du Nord. Monsieur Tebboune, contrairement aux apparences, est en train de jouer avec une boîte de Pandore. Il serait temps qu'il se ravise, qu'il demande aux groupes terroristes de quitter le sol algérien, qu'il arrête tous les terroristes qui ont participé à des crimes de guerre, à des agressions, qu'il les arrête, qu'il accepte d'entrer dans une coopération authentiquement respectueuse de la souveraineté de l'Afrique noire. La seule forme de coopération qui puisse préserver les relations algéro-africaines. Il est temps que M. Tebboune arrête la dérive néocolonialiste de l'Algérie contemporaine. Et il faut que le peuple algérien ait le courage de dire la vérité à son chef. Même si ce chef, bien sûr, souffre d'une crise de légitimité quand on voit les élections ubuesques par lesquelles il s'est reproduit à la tête de l'État. Le peuple algérien, la société civile algérienne, les intellectuels algériens, la gauche révolutionnaire panafricaniste algérienne, tout ce monde a une très grande responsabilité pour ramener Abdelmajid Tebboune à de meilleurs sentiments. Sinon, après, il sera trop tard. Le troisième sujet de cette émission est une scène qui m'a vraiment profondément attristé. Moi, j'ai fait une partie de mes études ici en France, où je suis arrivé au mois de juillet 2000, venant de Côte d'Ivoire.
il y a 24 ans. Écoutez, ça n'a jamais été facile d'étudier quand on vient d'une famille qui n'est pas aisée. Et c'est vrai partout dans le monde. Ça n'a jamais été facile de suivre des études supérieures quand on vient d'une famille qui ne peut pas nous assurer plus que le minimum. Parfois même pas le minimum. Je ne veux pas ici dire que les difficultés estudiantines ont commencé en France avec les images que j'ai vues en 2024. Ça n'a jamais été facile pour beaucoup d'étudiants. Et pour nous d'ailleurs, qui fûmes étudiants africains de toutes les façons, c'était écrit que ce serait difficile. Car il fallait venir, en raison de nos activités syndicales, de notre engagement politique dans notre pays natal, sans la moindre bourse de qui que ce soit, il fallait venir étudier ici, aller à l'université le jour, travailler entre deux pauses, travailler la nuit, parfois même étudier ses cours la nuit sur le lieu de travail, entre deux rondes, entre deux activités intenses. Et il a fallu faire cela et beaucoup d'étudiants étrangers d'abord ici connaissent depuis très longtemps la grande misère. Et il faut respecter les étudiants étrangers issus de familles modestes qui ont réussi à faire de bonnes études. Parce que ce sont les plus précaires de la terre. Oui, moi j'étais donc étudiant étranger dans ce pays. Je sais ce que c'est que d'étudier, de lire de la philosophie complexe, de suivre des études doctorales en allant cueillir des melons, cueillir des feuilles de tabac sous le soleil, parfois cueillir des pommes dans le froid des champs. Je sais ce que c'est que poursuivre des études supérieures, aller à des séminaires, discuter avec des chercheurs de pointe et entre les deux, aller travailler dans un supermarché comme agent de sécurité. Je sais ce que c'est. Aller travailler dans une usine, à entasser des palettes, à charger des palettes, à soulever des charges, à faire du fromage, et le lendemain devoir se retrouver au cours à 7h30, voire 8h, pour 4 heures d'un séminaire qui exige la plus grande concentration. Je voudrais rendre hommage à tous les étudiants étrangers de la terre qui, en travaillant pour gagner leur pain, ont réussi d'excellentes études supérieures. Ce n'est pas donné. Et je dois vous dire que le taux d'échec est énorme. La plupart des étudiants étrangers ratent leurs études supérieures. Non pas parce qu'ils n'ont pas de compétences, mais parce que les conditions dans lesquelles ils doivent mener ces études sont inhumaines pour la plupart d'entre eux. Donc au bout, parfois même de 6 mois, ils arrêtent tout et ils essayent de se replier directement vers le monde économique pour faire quelque chose et vivre. Car en fait, la grande question pour beaucoup, c'est au jour le jour, vivre. Mais ce qui, moi, m'a marqué et qui m'amène à vous parler ce soir de la situation des étudiants de France, ce n'est pas la situation des étudiants étrangers, qui, nous le savons depuis très longtemps, est essentiellement précaire sur toute la terre. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique. D'abord, les étudiants en général sont dans la précarité, mais l'étudiant étranger, c'est le plus précaire de tous. Bon. Mais les scènes que nous voyons maintenant en France sont troublantes. Parce que c'est l'étudiant français qui est en danger. C'est l'étudiant français qui sombre actuellement dans la misère. C'est l'étudiant français qui dégringole et rejoint dans la précarité l'étudiant étranger. C'est l'étudiant français sortant de sa famille, affecté dans une université, devant vivre en ville, devant vivre en cité universitaire, devant vivre en chambre, en colocation. C'est cet étudiant qui maintenant sombre dans la misère nue. Je vous informe que de nombreuses enquêtes ont établi que les milieux de la prostitution dans les grandes villes françaises sont maintenant saturés par l'offre sexuelle des populations étudiantes. Une bonne partie des prostituées qu'on a dans les grandes villes universitaires françaises sont des étudiants.
C'est-à-dire que les étudiants se sont retrouvés à faire la concurrence aux prostituées qui sont souvent d'origine étrangère. Même dans le terrain de ce qu'on a appelé le plus vieux métier du monde, les étudiantes et les étudiants sont en train de voler, de damer le pion aux étrangers. Oui, à Paris, des étudiantes, des étudiants se prostituent pour vivre. Et ils vont le lendemain au cours, suivre des cours. Certains parviennent à valider leur licence, leur master. D'autres iront même jusqu'au doctorat après s'être prostitués pour vivre. La situation est relatée dans les médias en France. Et là, ce sont des images venues de Bordeaux que je vais vous montrer. Les images d'étudiants français rapportées par RFI, par TF1, pardon, dans un court reportage que je voudrais vous faire écouter. Un court reportage dans lequel les scènes que j'ai vues, vraiment pour celui qui a connu la France il y a seulement 10 ou 15 ans, sont des scènes absolument incroyables. C'est juste incroyable. Ces scènes-là. Voilà. Je vais vous retrouver l'élément en question. C'est juste affligeant. Affligeant. Ça fait pitié. Alors, c'est cet élément-là de TF1 que je vais vous montrer. Je vais y aller tout de suite. Hop. Voilà. C'est le JT de 13h de TF1 qui montre ça. On va voir. Hello, regarde le bon plan que je viens de choper chez District Center. 14,99 €, le petit pull super mignon. Mais non. Mais si, et il y en a plein d'autres des bons plans comme ça pour l'automne. Mais non. Gironde. Les images édifiantes d'étudiants faisant 3 heures de queue pour une distribution alimentaire. C'est ça. Ils ne font pas la queue pour une place de concert, ni pour un événement exceptionnel, mais tout simplement pour pouvoir manger. Moi, j'essaie de me fixer un budget de 15 € par semaine. Je le dépasse assez souvent, mais du coup, la fin du mois est un peu compliquée. Je vis avec la bourse, donc c'est 145 € par mois, et à côté, j'ai un petit emploi étudiant, mais bon, ça suffit pas, quoi. Surtout que mes parents, ils peuvent pas m'aider. 3 fois par semaine, une armée d'étudiants vient patienter des heures pour une distribution de nourriture gratuite. Illustration de conditions de vie de plus en plus préoccupantes. 2 millions de paniers repas distribués l'an dernier et le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. La demande, elle augmente. Enfin, s'il y a de la demande, on doit aider derrière. Donc, on fait beaucoup d'appels à dons, que ce soit de la grande distribution ou des commerces de proximité. Ce mercredi, la distribution a lieu dans cette résidence Jeunesse Habitat Solidaire en plein cœur du campus. Chaque étudiant reçoit 7 kilos de nourriture, produits frais, fruits et légumes. C'est des trucs qu'on récupère uniquement en distribution qu'on ne peut pas acheter personnellement avec les moyens d'étudiants qu'on a. Bonsoir. Si quelques-uns travaillent pour essayer de mettre du beurre dans les épinards, beaucoup ne peuvent pas se le permettre, comme Clotilde, étudiante en master de chimie. Je fais 8h, 18h20 tous les jours. J'ai des cours à réviser, j'ai des choses à rendre. Donc, j'ai pas le temps de trouver un travail en plus dans la semaine. Ce serait forcément le week-end, ça veut dire que je révise quand? Les bénéficiaires de ces collectes n'ont que 100 € par mois pour s'habiller, se soigner, se cultiver ou manger. C'est le cas de ces 2 étudiantes. Tous les aliments que vous voyez, c'est la collecte. Voilà. Toutes 2 ont travaillé pendant l'été pour pouvoir s'assumer. Mais avec un prêt étudiant qu'elle rembourse, Nora ne consacre qu'entre 30 et 50 € à la nourriture chaque mois. Je suis en école privée, j'ai pas le droit au crous, donc je suis obligée de me faire à manger tous les midis, tous les soirs. Et des fois, ça m'arrive de sauter des repas le soir parce que, au final, j'ai plus grand chose à la fin. Ouais. Il me reste 100 € pour vivre sur tout le mois. Donc, pour les transports, pour la nourriture, pour sortir un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué et fatigant de devoir toujours faire attention. En France. Prêt. 21h, la distribution alimentaire du mercredi n'est toujours pas terminée. Plus de 100 000 étudiants vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Donc, quand TF1, qui est un média de droite, un média conservateur, en vient à vous avouer la misère des étudiants, c'est que c'est grave. Des étudiants français qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Alors, je pense qu'on doit se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à la France? Le ministre de l'économie sortant, le très grand génie Bruno Le Maire,
a dit en 2022 qu'il allait faire effondrer l'économie russe. Et là, on se rend compte que ce sont nos étudiants qui n'ont plus à manger. Ce sont nos étudiants qui sont en train de crever de faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme on le dirait à Abidjan, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les soi-disant génies de l'économie sont au pouvoir. Ils ont travaillé à la banque Rothschild, ils connaissent tous les montages financiers de la Terre, ils ont les meilleures relations avec le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, ils ont leurs amis placés partout, ils contrôlent tous les flux financiers de la Terre. Qu'est-ce qui peut expliquer que la France, en 2024, en soit à 6% de déficit budgétaire et qu'actuellement, il ne soit pas certain que la loi sur le budget de la France soit votée, avec un gouvernement illégitime, qui est composé de ministres n'ayant pas gagné les élections législatives? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation financièrement extrêmement difficile? Bon, récemment, le groupe Areva, qui avait été privé de la mine d'or, d'uranium d'Imouraren, a publié une information sur laquelle j'avais attiré l'attention des Africaines et des Africains. Ils ont dit qu'en 3 mois, ils ont perdu 400 millions d'euros. Parce que le Niger ne leur a plus laissé le loisir de se servir en uranium comme avant. Ce qui nous a permis de nous rendre compte qu'en effet, donc le Niger rapportait 400 millions d'euros à Areva, Orano, en 3 mois. C'était un peu choquant. Parce que la seule fois que nous avons entendu que le Niger a encaissé beaucoup d'argent, c'est quand le Niger a reçu une avance sur son pétrole de la Chine, un chèque de 400 millions de dollars, qui a excité tellement de jalousie que les mercenaires du néocolonialisme et de l'impérialisme se sont attaqués au pipeline, ont mis Patrice Talon sous pression pour qu'il empêche l'exportation du brut nigérien. Quand le Niger a touché un gros chèque de 400 millions de dollars, cash, bim, on a attaqué le pipeline. Vous vous souvenez, non? Et on a envoyé Talon fermer le fonctionnement de ces mets, arrêter les hauts fonctionnaires et les techniciens, les ingénieurs des hydrocarbures du Niger. Vous avez bien vu la séquence, non? C'est à cause du gros chèque que le Niger avait encaissé. On ne voulait pas que ça se reproduise. On ne veut pas d'un Niger qui soit réellement riche, conformément à son potentiel. Bon. Mais Orano dit, en 3 mois, nous avons perdu 300 ou 400 millions de dollars. Et là, tout d'un coup, les Africains se rendent compte qu'en fait, le Niger enrichissait de 300 à 400 millions de dollars Orano en 3 ou 4 mois. Donc le Niger est en réalité la vache à lait qui, simplement en coupant l'alimentation à Orano, l'a privé de 300 millions à 400 millions de dollars. Donc le Niger est potentiellement riche en milliards de dollars. Imaginez que cette attitude du Niger soit adoptée par l'ensemble des pays africains qui sont exploités de manière inégale et inéquitable par les multinationales françaises. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une succession de pertes en centaines de millions de dollars et en milliards de dollars pour les multinationales françaises. Or, qui dit perte pour les multinationales françaises dit que ça fait moins de revenus rapatriés dans les caisses des banques, dans les coffres-forts en Occident, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi je vous fais apprécier un deuxième élément qui ne manque jamais dans nos conférences. C'est un élément qui nous permet de savoir exactement d'où vient l'argent que nous avons en France depuis très longtemps. Nous donnons la parole, dans ces cas-là, nous, modestes citoyens, petits enseignants de province, nous donnons la parole à quelqu'un qui est plus autorisé que nous, qui a géré pendant 2 mandats l'État français, qui en a été le chef suprême. Il va nous dire d'où vient l'argent que nous avons en France. Parce qu'il faut que vous compreniez d'où vient la rareté financière qui a commencé. Parce que si vous ne savez pas d'où vient l'argent que nous avons en France, vous ne pouvez pas savoir pourquoi l'argent commence à manquer. Parce qu'il y a une véritable théorie des vases communicants entre l'origine de l'argent qu'on a en France et l'état financier de la France. Si le robinet se ferme, qu'est-ce qui arrive dans le seau? Du vent. Quand le robinet se ferme, qu'arrive-t-il dans le seau? Du vent. Le seau est sec, n'est-ce pas? Vous amenez un seau au robinet, vous ouvrez le robinet, il n'y a que l'air. Qu'est-ce que vous allez ramener à la maison? Que du vent, n'est-ce pas? Donc il faudrait que nous écoutions un officiel, un grand officiel de la France, un connaisseur,
D'ailleurs, M. Bourgi nous a dit que c'était le plus grand bénéficiaire de mallettes. C'est-à-dire que le type, il a tellement récupéré des mallettes africaines que lui-même, sa conscience lui a dit, il faut reconnaître. Il faut vraiment reconnaître, n'est-ce pas? Ok, vous l'avez reconnu, vous le connaissez très bien. C'est un honorable invité de la plupart de nos émissions, car le rappel sauve l'âme. Monsieur Chirac, sortez de votre tombe, s'il vous plaît. Dites-nous d'où vient l'argent que nous avons en France. C'est pas moi, hein. Ne venez pas me créer des problèmes. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Très bien. Merci, M. Chirac. Vous pouvez repartir dans votre tombe. Alors, on peut mettre ensemble les révélations d'Orano et celles de M. Chirac. Jacques Chirac reconnaît que l'essentiel de la fortune que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il s'ensuit que si les pays africains mettent fin à l'exploitation de leurs richesses par les multinationales françaises, il va y avoir un trou dans le budget français. Et que s'il y a un trou dans le budget français, la France va entrer en crise économique sévère. C'est ce que Chirac a appelé les convulsions, les pires convulsions. Ce sont ces pires convulsions qui font que des étudiants français n'ont plus assez à manger, dorment affamés. C'est que les caisses de l'État français se vident. Pourquoi se vident-elles? Parce que des pays africains ferment les vannes. Exemple, le Niger ferme les vannes de l'uranium. Fait perdre 400 millions de dollars à une multinationale française. Ce qui impacte directement ce qui se passe à Paris. Imaginez, là, le Burkina ferme les vannes. Il a fermé beaucoup de vannes. Le Mali a fermé des vannes, pas toutes, hein. Il y a encore des multinationales là-bas. Imaginez que le Gabon ferme les vannes. Le Sénégal ferme les vannes. Imaginez toujours, hein, Djibouti ferme les vannes. Le Tchad ferme les vannes. Le Cameroun ferme les vannes. Le Congo-Brazzaville ferme les vannes. Est-ce que vous imaginez le rang, l'alignement du nombre d'étudiants affamés qu'on aura à Paris? Mais ce sera un rang qui va sortir de la ville. Mais parce qu'en réalité, la puissance économique de la France a été construite sur l'exploitation unilatérale de l'Afrique. C'est ce que dit Jacques Chirac. Vous comprenez? Donc, en fait, les gens ne veulent pas le reconnaître ici. Les gens en France sont dans une espèce de bulle. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en difficulté parce que les Africains ne veulent plus se faire voler. Les Africains ne veulent plus se faire piller. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est ça leur problème. Ils nient ce problème. Pourtant, c'est ça leur problème. Le problème de l'élite politique française, c'est qu'elle n'a pas conçu un modèle politico-économique viable sans l'exploitation injuste de l'Afrique. Elle est collectivement dans une défaite intellectuelle. L'incapacité de concevoir un modèle théorico-économico-politique de gestion de la France sans le pillage de l'Afrique. Il n'y a pas eu une révolution, une réforme de la manière de penser la puissance française. Dans la tête des élites françaises, il faut que l'Afrique reste une zone d'influence de la France pour que la France demeure une puissance. Ce qui veut dire que ces élites ont été incapables de concevoir une puissance française sans l'exploitation de l'Afrique. Depuis plus de 25 ans, chaque fois que j'ai rencontré des élites françaises, je leur ai expliqué qu'il fallait dépasser cette défaite intellectuelle. Et que nous, les Africains de France, ou les citoyens français d'origine africaine, nous étions peut-être une chance pour les aider à comprendre les mutations rapides du continent africain et à anticiper sur elles. Je les ai invités par plusieurs fois à retirer les troupes néocoloniales du sol africain, à abolir la monnaie néocoloniale du CFA, à mettre fin au soutien aux dictatures, à laisser l'Afrique développer ses institutions sur la base de son propre génie culturel.
et à construire avec l'Afrique une relation de reconnaissance, de respect mutuel, basée justement sur le principe gagnant-gagnant, basée sur le principe de la repentance pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été commis, de la réparation de toute l'expoliation dans toute la mesure du possible, et du retour dans une véritable fraternité, une véritable égalité, une véritable liberté partagée. J'ai enseigné cela dans la plupart des cénacles associatifs par lesquels je suis passé. J'ai été dans ce pays président d'une section de la Ligue des droits de l'homme de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais. J'ai donné plusieurs conférences dans le Nord-Pas-de-Calais. Une dernière conférence a été délivrée d'ailleurs dans la ville du Touquet, où j'ai expliqué cela. Et le peuple français des provinces est capable de le comprendre. Ces conférences étaient bien reçues par l'opinion, qui découvrait la problématique africaine, la problématique de la souveraineté africaine. J'ai fait le tour de la France, j'ai fait le tour de l'Europe. J'ai visité les États-Unis pendant plus de 10 ans, avant que l'administration démocrate américaine me refuse les visas d'entrée aux États-Unis. Je ne sais pourquoi, jusqu'à ce jour. Mais j'ai une petite idée, puisqu'il s'agit sans doute encore des œuvres d'Alassane Draman Ouattara, avec ses faux rapports remplis de mensonges sur tout le monde. Bon. Je me suis déplacé en Europe. J'ai été en Angleterre, j'ai été en Allemagne, j'ai été en Belgique. Je suis allé jusqu'en Turquie, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les élites de tout le bassin et leur expliquer qu'il fallait anticiper sur les mutations parce que les nouvelles générations africaines n'accepteraient pas les relations néocoloniales. J'étais membre du Parti socialiste français pendant près de 7 ans. J'ai ferraillé dans le Parti socialiste français, la section de Mont-Saint-Aignan, en Normandie, pour expliquer aux camarades qu'il fallait que le Parti socialiste anticipe pour que la France ne soit pas prise au dépourvu lorsque les Africains eux-mêmes vont couper l'igname. On m'a ri au nez. On m'a traité comme un empêcheur de tourner rond. J'étais vice-président de la section de France de l'Union des populations du Cameroun. À ce titre, nous avons mené des mobilisations, des manifestations pour expliquer cela. On ne nous a pas écoutés. J'étais à Poitiers, président de l'association Comité d'action panafricaine, rassemblant plusieurs associations, plusieurs Africains de toutes les nationalités. Une association d'associations. Nous avons donné force conférence en ce sens. Ils ne nous ont pas écoutés. J'étais vice-président de l'association des étudiants camerounais, secrétaire général en Côte d'Ivoire de l'association des étudiants camerounais. Nous